Bonjour et bienvenue. L'idée aujourd'hui, c'est de servir un peu de bouée de secours pour naviguer à travers les erreurs les plus communes quand on débute en Python. On va transformer cette frustration du début en quelque chose de beaucoup plus clair. Alors, on y va? Voilà le genre de message qui peut faire un peu peur au début, pas vrai? Ça ressemble à du charabia complet. Mais en fait, c'est une aide super précieuse une fois qu'on a appris à le lire. Mais alors, qu'est-ce que l'ordinateur essaye de nous dire au juste? Pour le comprendre, on va faire un truc simple. On va construire un petit programme, étape par étape. Et on va même faire exprès de créer des erreurs pour voir comment les repérer et surtout comment les réparer. Allez, on attaque la première partie. Et le premier concept, c'est l'art de la précision. L'objectif, il est tout simple. On veut un programme qui demande un nom, un âge, et qui calcule l'âge de la personne l'année d'après. Facile, non? Sauf que ça nous amène à la toute première leçon en programmation, et elle est fondamentale. Chaque petit caractère a son importance. Regardez cet exemple, c'est parlant. Python est ce qu'on appelle sensible à la casse. Ça veut dire qu'il fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Pour lui, print avec un P minuscule, c'est une instruction qu'il connaît, il sait quoi faire. Mais print avec un P majuscule, eh bien pour lui c'est un mot inconnu. Et il nous le dit très clairement avec ce name error. En gros, il nous dit « Désolé, mais print, je sais pas ce que c'est ». Et attention, cette règle de la précision, elle s'applique vraiment à tout. Pas seulement au nom des fonctions, mais aussi aux variables et même à l'alignement du code. Oui, oui, en Python, un simple espace en trop au début d'une ligne peut tout faire planter. C'est ce qu'on appelle l'indentation. Et c'est pas juste pour faire joli, c'est ce qui structure le code. Ok, maintenant qu'on a bien compris que chaque détail compte, passons au deuxième grand concept, les variables. Le plus simple, c'est de les voir comme des sortes de boîtes. Des boîtes avec une étiquette dans lesquelles on va ranger des informations. Et pour que notre programme marche, il faut savoir comment s'en servir. Et là, le mot d'ordre, c'est l'ordre. Le code, il se lit de haut en bas, ligne après ligne. C'est tout bête, mais ça veut dire qu'il faut toujours déclarer une variable, c'est-à-dire lui donner une valeur, la remplir, avant d'essayer de l'utiliser. C'est logique, on remplit la boîte avant de regarder dedans. Et qu'est-ce qui se passe si on fait les choses à l'envers? Eh bien, voilà. Si on demande au programme d'afficher la variable nom avant de lui avoir dit ce que c'est, il s'arrête net. Et il nous lance un name error, comme pour nous dire « Eh oh, tu me parles de nom, mais moi je ne sais pas ce que c'est ». L'ordre, c'est donc vraiment la base. D'ailleurs, pour nommer ces variables, il y a quelques petites règles, des conventions, qui aident à éviter les erreurs et à garder un code clair. Un nom de variable, ça doit être un seul mot, sans espace. Si on a plusieurs mots, on les sépare avec un tiret du bas comme nom underscore de la personne. Et surtout, on choisit des noms qui parlent, qui décrivent bien ce qu'il y a dans la boîte. Bon, on avance. Maintenant, on va essayer de faire un petit calcul. Et c'est là qu'on va tomber sur une autre idée super importante en programmation, les types de données. Parce que pour Python, toutes les informations ne se valent pas. En gros, Python fait une grosse différence entre du texte, qu'on appelle une chaîne de caractères, ou string en abrégé, et un nombre entier, un int. Et là, il y a un truc essentiel à savoir. Quand on utilise la fonction input pour demander quelque chose, la réponse est toujours considérée comme du texte, même si on tape des chiffres. Et cet exemple, il est parfait pour comprendre. Regardez le signe plus, plus. Il fait deux choses complètement différentes. Si on lui donne deux chaînes de caractères, comme 20 et 1, il va les coller l'une à la suite de l'autre. Ça s'appelle la concaténation. Et ça donne 201. Par contre, si on lui donne deux vrais nombres, 20 et 1, là, il fait un calcul. Et ça donne 21. Rien à voir. Et c'est ça qui nous amène à cette fameuse type errors. C'est une erreur hyper courante. Elle arrive quand on essaye de mélanger du texte et en nombre avec le signe plus. Python est complètement perdu. Est-ce qu'il doit coller ou est-ce qu'il doit additionner? Comme il ne sait pas, il préfère s'arrêter et nous le dire. Alors comment on résout ce type error? Eh bien la solution est en fait assez simple. Il faut être clair. Il faut dire explicitement à Python « Ok, cette information qui ressemble à du texte, je veux que tu la traites comme un nombre ». Et voilà comment on fait en 3 étapes. D'abord, on récupère l'âge avec input. À ce stade, c'est du texte, une chaîne de caractères. Ensuite, et c'est l'étape magique, on utilise la fonction int pour transformer la chaîne 20 en nombre 20. C'est la conversion. Et c'est seulement après ça qu'on peut enfin faire notre addition. Oui, mais, il y a un mais. Qu'est-ce qui se passe si la personne qui utilise le programme ne tape pas le chiffre 20, mais qu'elle écrit le mot 20 en toutes lettres? Là, on a un autre problème. Notre fonction int est très bien, mais elle ne fait pas de miracle. Elle ne sait pas convertir le mot 20 en nombre. Et donc, le programme va planter. Plutôt que de laisser le programme cracher violemment, on peut faire mieux. On peut anticiper ce genre d'erreur, cette value erreur, et la gérer proprement.
Et pour ça, on a un outil super puissant qui s'appelle le bloc try:2.except. Une exception, c'est juste le nom qu'on donne à une erreur qui arrive pendant que le programme tourne. Et le bloc try:except, c'est une façon de dire au programme « Écoute, tu vas essayer de faire cette action un peu risquée. Si jamais ça plante avec ce type d'erreur précis, pas de panique, ne t'arrête pas. Fais plutôt ce que je te dis de faire dans le bloc d'en dessous. » La logique est assez simple. Dans le try, on met le code qui pourrait potentiellement poser problème. Ici, c'est notre conversion en int. Dans le except, on explique quoi faire si jamais une value error se produit, par exemple afficher un message d'erreur sympa. Et il y a même une troisième partie, else, qui est super utile. Le code dans le else ne s'exécute que si le try a réussi sans aucune erreur. C'est une manière très propre de s'assurer que la suite du programme ne tourne que si tout s'est bien passé avant. Attention, un petit conseil de pro. Le but du try except, ce n'est pas de cacher toutes les erreurs sous le tapis. C'est de gérer spécifiquement les erreurs qu'on peut prévoir, comme une mauvaise saisie de l'utilisateur. Donc la bonne pratique, c'est de garder le bloc try le plus petit possible, juste autour de la ligne qui pose problème, et de bien préciser quel type d'erreur on veut attraper, comme valeur erreur. Allez, un petit récapitulatif pour finir. La programmation, ça demande de la précision, c'est la base. Les messages d'erreur, ce sont des amis qui nous aident, il faut apprendre à les lire. Il est crucial de comprendre la différence entre les types de données, comme le texte et les nombres. Quand c'est nécessaire, on peut changer le type d'une donnée grâce à la conversion. Et enfin, on peut rendre nos programmes beaucoup plus solides en gérant les imprévus avec try/except. Si on maîtrise ces 5 points, les erreurs deviennent des marches pour progresser et non plus des murs. Finalement, si on voit une erreur non pas comme un échec, mais simplement comme l'ordinateur qui nous demande d'être plus clair, l'apprentissage devient tout de suite moins un combat et plus une discussion. Et c'est peut-être ça la question la plus intéressante. Comment mieux dialoguer avec la machine ?